Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment sont organisés les éléments chimiques. Alors vous savez peut-être que il existe un tableau périodique des éléments. Donc on va essayer d'expliquer dans cette vidéo pourquoi cette forme de tableau et quelles informations on peut avoir quand on lit horizontalement ou quand on lit verticalement ce tableau. Alors on va s'intéresser aux éléments de l'avant-dernière colonne, donc qui sont le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Si donc on les observe dans leur état moléculaire, donc sous forme de Cl2, Br2 et I2, on peut remarquer que tous les trois ce sont des gaz. Cl2 est un gaz jaune verdâtre, Br2 est un gaz marron et I2 est un gaz très légèrement violet. Donc on peut dire que Br2, Cl2, I2 sont tous les trois des gaz colorés. Alors si on continue notre comparaison entre ces trois molécules, Br2, Cl2 et I2, donc on peut remarquer en fait que lorsqu'ils sont installés dans l'eau et qu'on y ajoute du cyclohexane, qui est un liquide organique qui n'est pas miscible à l'eau, donc c'est pour ça qu'on a les deux phases, la phase aqueuse en bas et la phase organique en haut, on peut remarquer qu'il y a une coloration qui est plus importante dans le cyclohexane concernant Br2, ce qui veut dire que Br2 est passé de l'eau au cyclohexane. Concernant le dichlore, alors la coloration est beaucoup moins marquée, c'est très léger ici, mais par contre dans le cyclohexane, on voit que c'est un tout petit peu plus jaunâtre. Pour I2, donc il est marron jaune dans l'eau, et on voit que dans le cyclohexane, déjà il change de couleur, donc aussi une interaction entre le I2 et le cyclohexane qui va modifier la coloration filtrée. Et surtout, donc on a une couleur beaucoup plus prononcée dans le cyclohexane, ce qui veut dire que l'I2, lui aussi, a migré vers le cyclohexane. Donc on retrouve finalement un nouveau point commun, qui est que Br2, Cl2 et I2 sont tous les trois plus solubles dans le cyclohexane que dans l'eau. Cette fois-ci, donc on va prendre ces éléments chimiques, mais sous forme d'ions. Donc Cl-, I-, Br-. On peut remarquer que ces trois ions ont la même charge une fois négative. On y ajoute du nitrate de plomb, et ce qui va être surtout intéressant en fait, dans le nitrate de plomb, c'est qu'on va utiliser les ions Pb2+. On peut voir que dans les trois cas, il y a un précipité. Le précipité est blanc avec Cl-, il est blanc avec Br-, mais il est jaune avec I-. Donc dans les trois cas, on a un précipité avec l'ion Pb2+. On continue avec les ions Br-, I-, et Cl-, cette fois-ci en ajoutant du nitrate d'argent. Donc, comme ce sont trois ions négatifs, l'ion principal qui va être utilisé, ça va être l'ion Ag+. Dans ces trois cas, on peut remarquer qu'on a un précipité blanc ici, un autre là, pas exactement le même aspect, celui-là un petit peu plus épais, un petit peu plus opaque, un petit peu plus jaunâtre, et celui-là, il a noirci donc à la lumière. Donc dans tous les cas, on peut remarquer que les ions Br-, Cl-, I- précipitent tous les trois avec l'ion Ag+, même s'il y a des légères petites différences. Maintenant, passons aux éléments de la première colonne. Donc, ils sont le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, le francium. Le lithium se présente comme ceci. Donc, c'est un métal puisqu'on voit qu'il y a une certaine brillance ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éclat métallique. Il peut être coupé facilement. On a une tranche qui a été coupée simplement au couteau. Ce qu'on peut faire également pour le sodium, lui un petit peu plus blanc, mais de la même manière, il est mou, il a éclat métallique et on peut le couper avec un couteau. La même chose pour le potassium, manière identique pour le rubidium, le césium également, sauf qu'il est à température ambiante, il est plus liquide. En tout cas, on voit que ce sont 5 métaux, mais qui ne sont pas durs. Donc le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium sont tous les 5 des métaux mous, ou voire liquides pour le dernier. Mais en tout cas, ils ne sont pas solides comme on pourrait le penser. On va continuer avec les éléments de la première colonne, mais cette fois-ci en vidéo.
I'm recording it, and you're so. Who wants to throw it in? Oh, Trevor. I did that way. Gonna be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. Warning, 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 extreme danger, clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer finalement? C'est que nos éléments chimiques, on a remarqué que pour certains, ils avaient des propriétés identiques, quasi identiques, en tout cas très proches, avec peut-être légèrement des petites différences, et on les retrouve sur une colonne. Donc c'était l'élément Cl, l'élément Br, l'élément iode. On a vu la même chose avec les lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et césium. Ils avaient des propriétés chimiques très analogues, très proches, avec peut-être légères petites différences, et donc ils sont se retrouvés finalement par colonne. Alors, qui est à l'origine de la classification périodique des éléments chimiques? Il s'agit de Dimitri Mendeleïev. C'est un professeur de l'université de Saint-Pétersbourg, donc en Russie, qui a voulu donc ranger un petit peu toutes les connaissances de l'époque. Donc, la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Donc, on va voir la chronologie des découvertes des éléments et le principe de la construction de ce tableau. En 1700, on connaissait environ 12 éléments chimiques. Donc, ils étaient à l'état natif, c'est-à-dire qu'on pouvait les trouver dans la nature directement. Donc, il y avait certains métaux, fer, cuivre, argent, donc l'or, donc on l'a connu depuis très longtemps, donc surtout le carbone avec le charbon, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure des découvertes, donc la liste des éléments chimiques a progressé. Et on se retrouve donc en 1969 avec 63 éléments chimiques. Donc Mendeleïev était prof d'université, prof de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie, et donc il avait tout ça entre les mains et il voulait essayer de trouver un fil conducteur pour pouvoir l'enseigner à ses élèves. Donc avec toutes ces fiches-là, donc il disposait donc de toutes ces cartes d'identité de ces différents éléments chimiques, et donc il voulait ranger un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque? Alors, il ne pouvait pas mesurer la masse d'un élément à l'époque, mais pouvait, par observation attentive des masses ou corrélations chimiques, évaluer les rapports des masses entre eux. Donc, on a établi que pour l'hydrogène, on avait découvert que c'était l'élément le plus léger, donc lui donner la masse fictive de 1 gramme. Et tous les éléments chimiques étaient des multiples. La masse fictive de tous les autres éléments chimiques peuvent alors être déterminée à partir de cette référence de 1 pour l'hydrogène. Et donc, du coup, chaque élément chimique avait donc une masse fictive. Et ce qui permettait finalement de les ranger de manière croissante. Voilà, on arrivait donc à ce listing-là dans l'ordre. Les chimistes avaient découvert à l'époque qu'il y avait des réactivités chimiques de certains éléments qui étaient similaires. Donc ils pouvaient les classer, donc ce qu'on appelle en familles. Donc ces familles, ils pouvaient les repérer, donc par exemple par une couleur, donc le bleu pour une certaine famille, rose pour une autre, ainsi de suite. Et donc, il a remarqué que en fait, ces couleurs-là réapparaissaient régulièrement. Et donc, il a voulu organiser ça de façon à ce que les éléments chimiques d'une même famille, donc les cartes qui étaient là de la même couleur, pouvaient se retrouver alignés. Donc, la solution, ce qu'il a trouvé, c'est d'aligner la première famille qu'il avait rencontrée, la bleue, donc tout à gauche. Et donc, ainsi de suite, il décalait les cartes pour pouvoir aligner la première famille, la bleue ici, et également du coup la deuxième. Alors il se retrouvait finalement avec une autre famille qui était un petit peu séparée, décalée. Donc du coup, il a aligné. Il a continué d'aligner donc les familles donc entre elles et donc par couleur ici.
Voilà, on se retrouvait donc finalement avec un tableau qui était déjà quand même organisé. La masse fictive était progressive, on augmentait cette masse fictive, et en plus, par colonne, il avait regroupé les éléments qui avaient des propriétés chimiques très voisines. Donc il a remarqué plusieurs irrégularités dans son tableau, une grande zone qui était vide, là tout un groupe ici qui n'avait pas pu rassembler en famille, ensuite deux cases vides ici, une inversion qui était là, donc du coup il allait corriger tout de suite et la remettre en famille, et une case vide, enfin deux cases vides qui étaient ici. Donc il se retrouvait avec donc une famille, un tableau du moins comme ceci, et les deux cases vides qui étaient là, il en avait prédit l'existence et aussi leurs propriétés chimiques. Et lorsqu'ils ont été découverts, donc c'est le gallium et germanium, c'est leurs noms qui ont été donnés plus tard, leurs propriétés chimiques correspondaient à ce que Dimitri Mendeleïev avait prédit. Et donc, c'est là que ce tableau est devenu extrêmement populaire, puisqu'on s'est dit que là, il avait vraiment raison sur son classement. Et donc, il a été adopté donc, au niveau international. Il a continué de progresser, ce tableau, avec des éléments qui ont été découverts bien plus tard, et notamment les gaz nobles ici, ou les gaz inertes, puisque ce sont des éléments chimiques qui sont très peu réactifs, donc du coup, on a énormément de mal à les découvrir, du moins au niveau chimique. En mémoire Mendeleïev, il y a un élément qui a même porté son nom, qui porte son nom, c'est le Mendelevium, donc de symbole MD. Alors on a tenté d'autres classifications, bon en chinois, mais ça c'est pour rigoler. En tout cas, il y en a vraiment des sérieuses qui ont été tentées. Donc la classification en spirale, on reconnaît les premiers éléments chimiques, H, HE, Li, tout ça. Donc on suit l'ordre des éléments chimiques en suivant cette route-là. C'est comme un jeu de loi en fait finalement avec un parcours un petit peu modifié. Donc voilà, on reconnaît les familles d'éléments chimiques ici, la première avec lithium, sodium, potassium, ainsi de suite. Vous avez une autre en spirale, la famille numéro 1, elle se retrouve sur le côté gauche ici. Une autre également cette fois-ci en 3 dimensions. Et la première famille elle est plus difficile à détecter, on la voit, c'est lithium, sodium, potassium, rubidium, césium ici. Donc elle est un peu plus complexe, elle utilise des nombres quantiques, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc quelle a été sa démarche pour l'établir? Donc un classement par masse atomique croissante, premièrement, et des propriétés physico-chimiques identiques. Pourquoi qualifie-t-on la classification de périodique? Parce que les propriétés physico-chimiques identiques reviennent de façon régulière. Si on revient au tableau qui est ici, on peut voir que le lithium a certaines propriétés. Ensuite, on progresse de 1 en 1 le numéro atomique. Et ensuite, on va revenir ici, donc avec un élément chimique qui a des propriétés très proches. Ensuite, on passe aux éléments chimiques qui ont un numéro atomique de plus, et on revient à nouveau au potassium ici qui a des propriétés chimiques, donc équivalentes au sodium, au lithium. Donc effectivement, il y a une répétition. Au fur et à mesure qu'on suit les éléments chimiques dans l'ordre, on revient avec des éléments chimiques qui ont des propriétés analogues à celles de la colonne. Donc pour résumer, comment sont classés les éléments chimiques à l'heure actuelle? Donc horizontalement, avec le numéro atomique Z qui est croissant, si vous suivez une ligne, vous avez le numéro atomique qui augmente de 1 en 1. Donc verticalement, même nombre d'électrons externes, qui en fait explique complètement le fait qu'il y ait des propriétés chimiques qui soient analogues. Alors, que forment les éléments placés dans une même colonne de la classification? Donc c'est ce qu'on appelle des familles chimiques. Ils ont des propriétés physico-chimiques identiques. Alors, vous avez 3 familles à connaître. Ce sont les alcalins, c'est la première colonne, donc en dehors de l'hydrogène. Les halogènes, c'est l'avant-dernière colonne. Et les gaz nobles, c'est la toute dernière colonne. Donc voilà, si tu as tout compris, alors pose un like et partage à donf.